Merci d'être présent à cette conférence du coup, donc, sur la crise alimentaire. Est-ce que c'est une catastrophe annoncée ou est-ce que c'est plutôt un défi à relever? Donc on va essayer de regarder ça ensemble, mais tout d'abord, pour être sûr que tout le monde m'entende bien, je vais commencer par une petite question. La crise alimentaire, est-ce que vous pensez que nous sommes concernés? Est-ce que ceux qui pensent que oui, nous sommes concernés, vous pouvez lever la main juste pour qu'on voit à peu près dans une grosse majorité, voire même... ok, donc juste pour avoir un parallèle sur l'ensemble des Français, parce que donc là on est un public qui est quand même très sensible à tout ce qui est côté alimentaire, vu qu'on est au CFIA, mais quand on pose la question à un Français, donc la question là elle a été posée en novembre de l'année dernière, on avait 59% des Français qui craignaient avoir des pénuries alimentaires dans les mois à venir. Donc voilà, c'est pour vous montrer que vraiment cette question de crise alimentaire est vraiment sensible au niveau de la société française. Donc, je m'appelle Delphine Chec, je suis chargée de mission économie au sein de la Chambre d'agriculture de Bretagne et je vais vous évoquer du coup cette thématique sur la crise alimentaire. Je vais la faire en 3 parties. La première partie, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que si on remonte l'échelle du temps, il y a 5 ans, crise alimentaire, souveraineté alimentaire, ce n'était pas du tout des notions qui étaient sensibles. Ensuite, on va se poser la question de c'est quoi une crise alimentaire, donc en regardant chez nous en France, mais on va aussi essayer d'élargir un peu notre horizon au niveau mondial. Et enfin, on va se poser la question de la Bretagne là-dedans, notre Bretagne agricole et agroalimentaire, comment est-ce qu'elle peut participer et répondre à ce défi de la crise alimentaire. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est ce que je vous disais, la sécurité alimentaire, c'est une notion qu'on croyait acquise et on n'en parlait plus. Et aujourd'hui, elle est revenue sur le devant de la scène et elle est malmenée. Donc on va essayer de comprendre pourquoi, enfin comment on en est arrivé à cette situation. L'électrochoc que nous avons vécu, c'était il y a un peu plus d'un an maintenant, le 24 février 2022. Les chars russes franchissaient la frontière ukrainienne et immédiatement la fièvre a gagné les marchés agricoles et les cours mondiaux donc des produits alimentaires ont été à la hausse extrêmement rapidement. Et ça s'explique par le graphe qui est ici, c'est le poids des exportations mondiales, donc le poids des 2 acteurs de la guerre, donc l'Ukraine et la Russie, dans les exportations mondiales de blé et d'oléagineux. C'est des acteurs en fait qui sont extrêmement importants, c'est des acteurs qui sont majoritaires. Si on prend l'exemple du tourteau de tournesol, donc l'Ukraine en 2020 elle exportait 51% des tourteaux de tournesol au niveau mondial et la Russie 18%. Donc à eux deux forcément c'est quasiment 2/3 des exportations mondiales qui ont été impactées dès le 24 février 2022. Donc l'huile de tournesol, évidemment, c'est dans des proportions équivalentes. Si on prend par exemple le blé, qui est le premier diagramme, le blé, c'est pareil, c'est extrêmement important. 19% des exportations pour la Russie et 9% des exportations pour l'Ukraine. Donc voilà, le poids en fait de ces 2 acteurs, de ces 2 pays étant majeur sur les marchés mondiaux, forcément ça a impacté directement les marchés qui sont partis à la hausse extrêmement rapidement. Donc ça, c'était sur le côté alimentaire, avec les matières premières agricoles. Mais il y a aussi une autre chose qu'on a tous vécu. La Russie, donc là c'est la Russie pour le coup, elle a un rôle extrêmement crucial dans le commerce de l'énergie. Parce qu'elle produit énormément d'énergie qu'elle nous vendait. En fait, l'Union européenne, avant la guerre, s'approvisionnait à 40% en gaz russe. Et donc, du jour au lendemain, il a fallu s'adapter, ce qui fait que le coût de l'énergie a été extrêmement élevé, mais là-dessus, on le subit tous. Et il y a un troisième élément, c'est le commerce de l'engrais, aussi, où la Russie était importante, notamment avec le gaz, parce que pour faire de l'engrais, il faut du gaz. Et donc, on a ces 3 leviers, donc les matières premières agricoles, l'engrais et la production d'énergie, qui ont fortement augmenté en termes de coûts de production. Mais donc là, je voulais vous montrer spécifiquement l'alimentation. Donc dès qu'il y a eu la déclaration de guerre le 24 février 2022, on a des pays, donc des pays producteurs de matières premières agricoles qui ont décidé de suspendre leur exportation. Donc c'est des pays qui sont comme l'Inde par exemple, l'Indonésie, l'Argentine, qui participent énormément aux exportations donc de produits, notamment le blé, les céréales ou les huiles végétales, et qui ont décidé d'arrêter d'exporter pour pouvoir assurer leur propre sécurité alimentaire donc au sein de leur pays,
éviter la hausse des prix au niveau du marché intérieur de leur propre pays et éviter les troubles sociaux dans leur pays, donc des révoltes ou des émeutes de la faim ou ce genre de choses. Mais donc le fait de suspendre les exportations et de ne pas faire bénéficier de cette production à l'échelle mondiale, forcément là aussi, ça a contribué à la hausse des prix que l'on a pu connaître. Sur ces restrictions à l'exportation, à la fin du mois de mai de l'année dernière, on avait 23 pays qui imposaient des restrictions aux exportations. Et ça représentait 17% des exportations mondiales d'alimentation. Donc c'est 17% qui ont été freinés et qui sont restés dans leur pays. Et donc en termes d'impact sur les marchés mondiaux, c'est colossal. Donc ça, c'est le graphique qui vous montre les pays qui ont mis en place des restrictions à l'exportation. Donc on voit qu'en mars 2022, ça a très fortement augmenté et c'est là où on arrive à 23 pays. Ce qui est rassurant, c'est de voir que depuis l'été, c'est redevenu à peu près à la normale. Les restrictions ont été levées parce qu'on a vu que voilà, ça fonctionnait. Et donc là, les cours, les marchés restent à des niveaux extrêmement élevés, mais ils ont reflué un petit peu, notamment grâce à ça. Les impacts que l'on a pu avoir donc, au niveau agricole, c'est des coûts de production qui sont en très forte hausse. Donc, on le voit sur le graphe de gauche, c'est l'indice des prix d'achat des moyens de production agricole. Donc, cet indice, il est extrêmement élevé. Vous le voyez, sur l'année 2022, il a vraiment fait un bond important. Et quand on regarde sur le tableau à droite, on voit donc l'indice, en général, c'est plus 33%. Et quand on regarde par catégorie, on voit que c'est très principalement les engrais qui ont fortement augmenté, plus 116%. Donc l'énergie, donc gaz, électricité et GNR notamment avec plus 86%. Et les aliments pour animaux, plus 42%. Donc clairement, c'est les trois thématiques qui ont été impactées par la guerre en Ukraine, donc les matières premières agricoles, l'énergie et les engrais. Donc tout ça a entraîné donc, des fortes hausses de coûts de production agricole. Et derrière, évidemment, donc des fortes hausses de coûts de production aussi pour l'agroalimentaire. Mais donc là, on voit cette hausse, okay, mais on va essayer de revenir un petit peu en arrière parce que voilà, on ne sait pas trop d'où elle vient encore. Donc si on revient un petit peu en arrière, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a parlé de la guerre en Ukraine, donc mars 2022, mais on observe en fait que la hausse, elle était déjà préexistante. Ici, on a le graphe, c'est les cours mondiaux du blé, de l'orge et du maïs. Et on voit en fait que la hausse, elle date d'avant le 24 février et elle date grosso modo du deuxième semestre 2021 où la hausse était déjà extrêmement significative. Donc la guerre en Ukraine, ce n'est pas du tout le facteur déclenchant de cette hausse des cours, mais c'est vraiment un élément en fait aggravant. L'été 2022, on a eu un pic sur le blé, donc où on a dépassé les 400 € tonne, ce qui n'arrive quasiment jamais. Et ce qui est aussi intéressant de regarder sur cette courbe, qui remonte du coup jusqu'aux années 2005, c'est que notre dernière grande crise alimentaire, telle qu'on l'appelle, elle date des années 2007-2008. Et donc on voit que ce qu'on connaît aujourd'hui, les niveaux de prix qu'on atteint aujourd'hui sont largement supérieurs à ce qu'on avait connu dans les années 2007-2008. Donc ce graphique, il nous apprend que la hausse était préexistante à la guerre, mais ça ne nous apprend pas d'où ça vient. Donc on va revenir encore un petit peu plus en arrière. Et en revenant encore un petit peu plus en arrière, on arrive sur le Covid, donc la pandémie de Covid-19. Donc on le voit de manière très forte. Donc ça, c'est le PIB mondial. On a en 2020 une décroissance de moins 3,1%, donc liée à la pandémie. Et en 2021, on a une croissance très forte de plus 6,1% du PIB mondial. Et en fait, cette relance économique très forte de 2021, elle a été plus forte et plus rapide que prévu. Et donc, la demande a été extrêmement forte sur toutes les matières premières agricoles et sur toutes les matières énergétiques. Donc ça a été extrêmement fort et c'est là où en fait déjà le marché s'est tendu parce que la demande a été extrêmement forte, donc les cours ont commencé à monter et la guerre en Ukraine est arrivée et ça s'est aggravé. Mais clairement, c'est le Covid le point initial de tout ça. Si on regarde un peu plus précisément la reprise économique post-Covid, donc
ça, c'est l'indice de la production industrielle au niveau français. Donc, c'est pour se recentrer sur la France. La courbe verte, c'est l'ensemble de l'industrie. Donc, on voit le creux, la chute donc, au niveau de mars 2020, donc l'entrée dans les confinements, etc. Donc, voilà. Et après, ça s'est restabilisé, ça a repris. Il y a eu un rebond de l'économie. Pour autant, l'économie générale, donc en vert, n'a pas encore atteint son niveau de 2019, principalement parce qu'on a des secteurs qui sont toujours très impactés. Et là, je pense notamment au secteur de l'automobile. Pour autant, quand on regarde l'industrie agroalimentaire, donc la courbe bleue, on voit que l'industrie agroalimentaire, elle contribue très fortement à la bonne tenue du secteur industriel français. Et ce dynamisme se ressent aussi en Bretagne, parce que sur l'année 2021, le rebond a été important aussi en Bretagne, où on a eu un chiffre d'affaires des industries agroalimentaires qui a progressé de 5,7% sur l'année 2021. Donc, ça, c'était le Covid. Mais en vrai, ce serait trop simple s'il n'y avait qu'un seul facteur. En vrai, il y a d'autres facteurs à l'œuvre sur les marchés. Et dans les autres facteurs, je vous en ai listé quelques-uns. Le premier, c'est les aléas climatiques. Cette carte, elle montre la baisse de la croissance de la productivité agricole suivant les pays depuis 1961. Au global, sur le monde, depuis 1961, on a perdu 21% de la productivité agricole, de la croissance de la productivité agricole. Et ce qu'on observe ici, c'est que la bande tropicale, évidemment, est la plus touchée, parce que c'est elle qui a des aléas climatiques les plus importants, alors que nous, en France et en Bretagne notamment, on reste finalement assez préservés. Mais donc c'est une notion qui est importante à regarder et à savoir pour voir déjà nos atouts en Bretagne, où en termes de climat, on a des atouts naturels. Mais sur les volumes de production mondiaux, il y a des impacts très puissants de par le climat. Autre facteur à l'œuvre sur les marchés, les crises sanitaires animales, pour le coup. Après avoir vu le Covid, on va aller sur l'animal. Donc, l'exemple de la fièvre porcine africaine à gauche. Donc là, c'était la production en Chine. Donc la production en Chine a chuté en 2018 à cause donc, de la fièvre porcine africaine, puisqu'ils ont diminué la moitié du cheptel en fait, a été décimé par cette maladie. Et on a l'influenza aviaire hautement pathogène, donc l'autre exemple à droite. Ici, c'est les abattages de volailles en France. Et donc, on voit très bien, donc l'année 2022 a été une année où on a été très fortement touché par l'influenza aviaire. Et on voit que directement, les abattages ont chuté énormément. Et donc, dans les deux cas, en fait, on arrive à des dépeuplements et donc à des baisses de production. Et en général, quand on a des baisses de production, c'est la loi de l'offre et la demande. Tout ce qui est rare est cher, et donc ça participe évidemment à la hausse des prix. Et enfin, un dernier élément que je voulais mettre en avant, c'est la Chine. Je voulais le mettre en avant parce que c'est probable que ce soit une menace encore plus importante pour la sécurité alimentaire que la guerre en Ukraine finalement. La Chine, elle représente 18% de la population mondiale et 8,6% des terres arables. La Chine, pour ce pays, il y a un enjeu vital de sécurité alimentaire puisqu'ils n'ont pas assez de terres pour nourrir toute la population. Et donc, ils ont une stratégie extrêmement offensive pour assurer leur sécurité alimentaire, que ce soit la sécurité alimentaire des hommes, bien sûr, mais aussi la sécurité alimentaire des animaux. Donc, vraiment, c'est leur stratégie de fond. La Chine, elle est devenue le premier importateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires en 2012, puisque donc la production intérieure de la Chine n'arrivait plus à suivre la population et les évolutions du régime alimentaire de la population. Donc, ils ont importé massivement des produits agricoles depuis 2012 et il reste évidemment le premier importateur toujours aujourd'hui. Je vous ai expliqué très rapidement donc, que la Chine, en 2018, avait subi donc, la fièvre porcine africaine. Une fois que cette maladie a été gérée, ils ont voulu reconstituer le cheptel porcin donc, chinois pour pouvoir avoir de nouveau une production intérieure. Et en fait, pour reconstituer le cheptel, ils ont dû importer massivement du maïs pour pouvoir nourrir les cochons. Et rien que sur l'année 2021, ils ont importé 2,5% de la production mondiale. Donc 2,5%, ça représente peut-être pas beaucoup de la production mondiale, mais ça a un effet colossal sur les marchés. Et tout de suite, dès que la Chine a été aux achats sur le maïs, on a senti une très forte hausse des prix. Et enfin, dernier élément à mentionner sur la Chine, c'est que la Chine a des stocks
elle fait des stocks, beaucoup de stocks, et ils sont gelés. C'est-à-dire que quand ils en ont besoin, comme par exemple lors de la reconstitution du cheptel de la fièvre porcine, suite à la fièvre porcine africaine, au lieu d'aller puiser dans leurs stocks qui sont à disposition, ils ont préféré aller sur de l'importation pour pouvoir garder les stocks en cas de coup dur, ou voilà, pour vraiment dans leur objectif de sécurité alimentaire. Donc leurs stocks sont gelés. Juste pour vous donner un ordre d'idée, les stocks, donc ça c'est les stocks de grains estimés dans le monde à l'heure actuelle. Donc, dans le monde, on a 596 millions de tonnes de grains qui sont stockés dans les différents pays. Sur les 596 millions, il y en a 323 millions qui sont stockés en Chine. Donc, pour vous montrer la puissance en fait, et l'impact de ce pays sur la sécurité alimentaire et dans tous les cas sur la disponibilité de la production alimentaire. Donc, tous ces facteurs que je viens de vous citer, tout ça concourt à l'inflation. Donc on a une inflation sur le mois de janvier qui était de plus 6%, inflation au global. Et quand on regardait spécifiquement les produits alimentaires, c'était plus 13,2%. Donc maintenant, on va parler vraiment de la crise alimentaire. On va voir qu'en fait, il y en a plusieurs des crises alimentaires parce qu'on ne vit pas tous la crise alimentaire de la même manière, suivant nos revenus, suivant la part de l'alimentation et de l'énergie aussi sur notre budget. Voilà, il y a plein d'éléments qui font qu'on n'est pas tous sensibles à cette crise alimentaire de la même manière. Donc la première chose, c'est le niveau d'inflation. Je voulais vous faire un petit historique du niveau d'inflation. En fait, les derniers pics inflationnistes en France remontent à 1980, donc c'était juste après les chocs pétroliers. Donc, en avril 1980, on a eu une inflation de plus 13,9%. Et le dernier choc, c'était 2008, donc à la crise alimentaire 2007-2008, enfin la crise économique et donc alimentaire 2007-2008, où là, on avait plus 4%. Et donc aujourd'hui, on est à plus 6%. Donc voilà, c'était pour avoir cette vision historique de l'inflation. Par rapport à l'inflation, ici, on a une perspective, puisqu'on va jusqu'aux années 2024-2025. Ce qui est intéressant à noter, c'est que la France, elle reste préservée. La courbe rouge, c'est l'inflation dans la zone euro, et la courbe violette, c'est l'inflation en France. Et on voit que vraiment la France reste en dessous de ce qui est vécu au niveau de l'Europe. Alors ça s'explique pour deux raisons. Donc ça, c'est l'OCDE qui le dit, qui explique que la France est un des pays où on répercute le moins la hausse des prix à la consommation. Ça s'explique par le bouclier tarifaire énergétique, qui a quand même vraiment limité la casse. Il y a une étude sur le deuxième trimestre 2022 par rapport au deuxième trimestre 2021. Le bouclier énergétique a permis de gagner 3 points d'inflation. Donc il y a vraiment eu un impact fort. Et le deuxième élément, c'est les négociations commerciales, notamment dans l'alimentaire, qui en fait, où il y a des difficultés chaque année à répercuter les hausses. Donc le CDE note ces 2 points sur la France et sur le fait qu'on a des difficultés à répercuter les prix à la consommation. Donc la consommation, si on regarde sur l'année globale 2022, on est à plus 5,2%. Et les moteurs de l'inflation, c'est vraiment l'alimentation et l'énergie, plus 6,8% sur l'alimentation sur l'année globale 2022, et plus 23,1% sur l'énergie. Mais donc je le reviens, la France, elle est préservée. Ici, on a l'inflation alimentaire, du coup sur les produits alimentaires, dans les différents pays de l'Union européenne. Et on voit que la France, donc là c'était au mois de novembre, on était à plus 10,7%. Donc on a la plus faible inflation sur les produits alimentaires par rapport à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et quand on regarde avec la moyenne de l'Union européenne, donc c'est le tout premier chiffre, plus 15,2%, on est vraiment en deçà. Donc la France, elle est préservée, mais la France, elle est anxieuse. C'est le chiffre que j'ai utilisé pour commencer cette conférence, où on a 59% des Français qui craignent des pénuries alimentaires. Et on voit, quand on regarde l'ensemble des pays, que cette crainte, elle est complètement déconnectée de l'inflation, en fait, puisque l'inflation était plus faible et que nous, on a une crainte qui est assez forte par rapport notamment aux pays de l'Est. Donc, face à cette inflation, le Français s'adapte. Il s'est toujours adapté et il fait des arbitrages dans ses achats. Il a notamment 3 grandes stratégies d'arbitrage, donc acheter ailleurs, acheter moins
et acheter moins cher. Donc on va regarder ces 3 stratégies. La première stratégie, acheter ailleurs. Donc en fait, le Français change de lieu d'achat. En 2022, il a fréquenté en moyenne 5 enseignes. C'est une de plus que les années précédentes. Donc ça montre qu'en fait, il va aller vers des magasins où certains produits sont moins chers. Il va faire plus de magasins pour pouvoir bénéficier de plus de promotions ou il va plus comparer les prix et fréquenter davantage d'enseignes. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a plus d'achats dans les EDMP. Alors les EDMP, c'est les enseignes dominantes marques propres. C'est le nouveau nom des hard discount, en gros. Et donc le Français achète beaucoup plus dans ces magasins. Donc ils achètent ailleurs. Deuxième stratégie, ils achètent moins. Donc les Français, alors ici c'est le graphe des dépenses de consommation des ménages en alimentaire. Donc c'est les consommations des ménages, enfin vraiment dans les foyers, il n'y a pas la restauration hors domicile. Et donc on voit l'effet Covid où forcément ça a augmenté puisqu'il n'y a pas la restauration hors domicile, il fallait quand même manger, donc on a acheté dans les magasins. Et on voit l'impact en 2022 où on a moins 8% de dépenses de consommation par rapport à la moyenne 2017-2019. Alors, le graphe, il est un petit peu trompeur. Ça ne veut pas dire qu'on a réduit nos dépenses alimentaires de 8%, puisque ce graphe, il est corrigé de l'inflation. Donc, il faut vraiment avoir cette notion-là en tête. Donc là, c'était en regardant en euros, en valeur, mais c'est aussi intéressant de regarder en volume. En volume, la baisse de consommation, donc c'est moins 4,6% donc sur les produits alimentaires sur toute l'année 2022. Alors, moins 4,6%, c'est pas un effondrement, puisque en fait, on revient au niveau de 2019. On revient au niveau d'avant le Covid. Donc, c'est pas un effondrement. Pour autant, c'est une tendance qui est importante et où il faut être vigilant là-dessus et vraiment regarder et suivre parce que c'est les débouchés de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc, il faut être sensible à ça. Et donc, dernière stratégie, acheter moins cher. Donc, on a observé sur l'année 2022 une baisse en gamme des acheteurs. Donc, cette baisse en gamme, elle se traduit par plusieurs éléments. La première chose, c'est qu'on a plus 7,4% des achats de premier prix en volume. Donc, les Français vont davantage vers des produits premier prix. Et là, donc, je vous ai mis 3 graphes. Donc, les œufs, le jambon et la volaille. On va en regarder qu'un, on va regarder la volaille. C'est les volumes d'achat selon le type de marque. Donc vous voyez, vous avez toutes les marques, ensuite les marques nationales, puis les marques distributeurs. Toutes celles-là sont en dessous de 0. Donc c'est-à-dire qu'elles ont moins vendu, moins de volume. En revanche, les marques distributeurs ont des très fortes hausses. Donc notamment sur la volaille, on a des plus 54%. Donc les Français ont davantage acheté des produits distri éco. L'inflation a clairement profité aux gammes premier prix, puisque les volumes n'augmentent, et on le voit donc sur les 3 types de produits, les volumes n'augmentent que pour les marques éco. Donc ça montre vraiment la baisse en gamme des achats des Français. Cette baisse en gamme, elle se traduit aussi pour les produits bio, on en entend beaucoup parler. Donc sur l'année 2022, en termes d'achat, de volume acheté, on a moins 7,8% de volume acheté en produits bio par les consommateurs dans les magasins. Donc là, c'est une contre-performance très importante. Et c'est un signal important vraiment à suivre. Et ce tableau montre l'évolution entre le conventionnel et le bio. Donc, où on voit qu'en conventionnel, il y a une baisse en volume et une augmentation en valeur, puisque c'est l'inflation du coup qui tire les prix, donc la valeur augmente. En revanche, en bio, on voit qu'on a une baisse en volume, qui est plus importante que la baisse en conventionnel, c'est ce qu'on disait, il y avait une baisse importante sur le bio, mais on a aussi une baisse en valeur. Donc les produits bio baissent aussi en valeur. Donc là, clairement, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'avant, quand on avait une hausse des prix, elle était vraiment tirée par la montée en gamme. Aujourd'hui, la hausse des prix, elle est uniquement tirée par l'inflation et plus du tout par la montée en gamme. Donc voilà sur la stratégie des Français pour s'adapter à l'inflation. Pour autant, cette situation, elle est vraiment à remettre en perspective par rapport à ce qui se passe dans le monde, puisque dans le monde, voilà, on a aussi la crise alimentaire en tant que telle et la sécurité alimentaire est vraiment une notion extrêmement importante. Ça, c'est donc la courbe de
des personnes sous-alimentées qui est publié par la FAO. Et la FAO, elle voit qu'il y a vraiment un retournement de tendance, puisqu'on avait réussi à faire que la pauvreté, enfin la sous-alimentation, pardon, baissait dans le monde donc depuis les années 2004 jusqu'à 2018-19, enfin jusqu'à le Covid. Et en fait, là, on observe une très forte hausse. Et donc, c'est extrêmement inquiétant. En termes de chiffres, la FAO dit qu'il y a entre 700 et 830 millions de personnes dans le monde qui ont été confrontées à la faim en 2021. Donc vraiment à la sensation de faim. La guerre, forcément, elle aggrave la situation, notamment pour les pays qui dépendent des exportations russes et ukrainiennes. Vous vous rappelez, tout au début, je vous ai dit qu'il y avait que la Russie et l'Ukraine avaient des poids extrêmement importants dans les exportations mondiales de blé et d'oléagineux. Donc clairement, pour les pays qui dépendent de ces produits-là, c'est extrêmement important. On a eu un accord qui s'appelle l'accord d'Istanbul, qui a été trouvé donc, entre la Russie et l'Ukraine pour pouvoir continuer à exporter les productions d'Ukraine par les voies maritimes, puisque dès l'entrée en guerre, en fait, c'était bloqué. Donc on a trouvé un corridor sécurisé, etc. Et c'est près de 20 millions de tonnes qui ont été exportées depuis le mois de juillet. Donc 23 même, les derniers chiffres de début mars, c'est 23 millions de tonnes qui ont été exportées. Cet accord, il est crucial et vital pour ces populations-là qui sont dans le besoin. Il sera renouvelé là. C'était cette semaine, je crois, qu'il doit être renouvelé. Donc on espère vraiment qu'il sera renouvelé. Après, je vous alerte juste que là, on parle de 20 millions de tonnes. Si vous vous rappelez tout au début, la Chine, elle a 323 millions de tonnes de stock chez elle, juste pour avoir un ordre de comparaison. Et enfin, dernier élément que je voulais mettre en avant là-dessus, c'est qu'on arrive sur des limites de la mondialisation. Parce qu'en fait, on observe que la faim et la sous-alimentation, la sécurité alimentaire, c'est au final presque pas un problème de quantité, puisqu'on voit qu'avec les stocks, on a ce qu'il faut dans un monde idéal. Et donc, on a vraiment des limites de cette mondialisation. Donc, les crises alimentaires, en gros, c'est forcément multifactoriel. Donc voilà, j'ai listé un petit peu pour essayer de rapprocher les crises alimentaires qu'on peut vivre, nous, en France, et ce qu'on vit dans le monde. Les facteurs, ça va être la disponibilité, le prix, le changement climatique, les inégalités sociales, qui sont aussi extrêmement importantes, notamment au sein de notre pays, par exemple. On voit qu'on n'est pas tous à la même enseigne. La répartition des denrées, les conflits, le régime alimentaire. Donc tout ça, c'est des facteurs très particuliers qui peuvent engendrer une crise alimentaire. Et on va avoir plusieurs solutions, notamment sur des politiques menées ou de l'organisation de marché. Et en fait, là, le fait de dire que c'est multifactoriel, c'est juste pour vous dire que pour résoudre les crises alimentaires, il faut que ce soit des choses qui soient ciblées. On ne peut pas le faire de manière générale, puisque chaque crise a des facteurs très particuliers. Donc j'en arrive sur ma dernière partie. Est-ce que la souveraineté alimentaire, donc là ce qu'on ressent chez nous en France, est-ce que donc cette souveraineté alimentaire qui est revenue sur le devant, est-ce que c'est une mission pour la Bretagne, en sachant qu'aujourd'hui la Bretagne nourrit un Français sur 3. Donc, petite carte d'identité extrêmement rapide de la Bretagne agricole issue du recensement général agricole de l'année 2020. Donc la Bretagne reste une terre d'élevage, de lait très principalement, mais le végétal progresse. Alors quand on dit que le végétal progresse, c'est pas les légumes, c'est vraiment du végétal sur des grandes cultures. Ce n'est pas des cultures spécialisées à haute valeur ajoutée, c'est vraiment les grandes cultures. La taille moyenne d'une exploitation, c'est 62 hectares. On a 39% des chefs d'exploitation qui ont plus de 55 ans et le salariat qui progresse très fortement. Donc on a plus de 26 000 exploitations agricoles en Bretagne. Notre région agricole, elle est à haute intensité humaine. Là, on voit la part des emplois agricoles dans les emplois totaux. Donc plus c'est foncé, forcément, plus la part agricole est importante. Et on le voit que sur tout le territoire breton, on est vraiment agricole. Évidemment, l'agriculture ne serait rien sans l'agroalimentaire. Donc là, c'est le nombre d'emplois directs dans les filières agricoles et agroalimentaires bretonnes. Donc on est à plus de 142 000 emplois directs. 53 000 à la production. Dans les industries en amont, on est à 6 000. Les industries en aval, on est à près de 70 000 emplois. Dans les services directs, 9 000 et les organismes divers, 4 500. Donc là, c'est pour vous montrer que vraiment,
on a un maillage extrêmement fort et un poids économique très fort des filières agricoles et agroalimentaires en Bretagne. Donc ça, c'est l'évolution du nombre d'actifs donc au niveau des exploitations agricoles. Là, on revient au niveau des exploitations. Donc le diagramme en vert, c'est les chefs d'exploitation. Donc on voit qu'ils sont en baisse. Le diagramme en bleu, c'est les salariés. Ils sont en hausse. Et donc bientôt, on va arriver la courbe va se croiser où très rapidement, il y aura plus de salariés que de chefs d'exploitation. Ça, c'est la pyramide des âges de nos chefs d'exploitation qui tend à être de plus en plus âgés. Et le défi du renouvellement des générations en agriculture est un défi réel pour la Bretagne, mais aussi pour la France en général. Donc l'âge moyen de nos chefs d'exploitation en 2020, c'était 49,9 années. Donc c'est plus 2 ans par rapport à 10 ans auparavant, donc par rapport à 2010. Et en sachant donc on a une population bretonne de chefs d'exploitation qui est beaucoup plus jeune que la France, puisque la France est à 51,4 ans. Notre région agricole, donc on est nos départements bretons sont dans le top 10 sur les installations d'exploitation agricole. Nos jeunes agriculteurs s'installent en moyenne à 30 ans et près de 29% sont des femmes. Et les jeunes agriculteurs, ils ont un niveau de formation de plus en plus élevé. Donc 41% ont un BTS, voire un niveau supérieur. Donc ça, c'est pour vous montrer que l'avenir est là. En tout cas, les jeunes sont là et ils sont motivés. La Bretagne, donc c'est la première région d'élevage de France. Donc vous voyez, le lait et l'élevage hors sol sont prépondérants. On a 28% des exploitations spécialisées en bovin lait. On a 21% des exploitations en porc ou en volaille. On a une baisse du nombre d'exploitations dans toutes les spécialisations, sauf le maraîchage. Donc le maraîchage, c'est la seule orientation économique qui progresse. Première région d'élevage, donc on a la Bretagne, c'est 56% de la production porcine française, c'est 37% de la production d'œufs française, 23% de la collecte laitière, 32% du poulet français et 80% de l'artichaut, même si je sais que ce n'est pas de l'élevage. C'était pour vous montrer qu'on est aussi une terre légumière extrêmement importante. Par rapport à l'élevage notamment, on a une très forte alerte qui se ressent en France comme en Bretagne. C'est une alerte à la décapitalisation. On a des baisses de cheptel extrêmement importantes. Donc l'évolution entre 2020 et 2010, c'est moins 7% du cheptel, tout animaux confondus. Donc du cheptel en Bretagne, en France, c'est moins 7%. En Bretagne, c'est moins 7,5%. Donc c'est encore plus important que la décennie d'avant, où on avait baissé de 5%. Donc voilà, c'est pour vous montrer cette décapitalisation qui est importante. Ça, c'est un tableau. Je trouve que le graphique est beaucoup plus parlant. Donc là, c'est uniquement sur les vaches, donc les vaches allaitantes et les vaches laitières. Et donc, vous voyez la chute du nombre de vaches, enfin du cheptel, qui pose problème et dans tous les cas, qui inquiète énormément autant les industriels qui devraient nous inquiéter aussi, nous, en tant que consommateurs. Face à cette baisse de cheptel, on a notamment un solde commercial qui s'aggrave. Donc on entend très souvent dire que grâce à l'agriculture et à l'agroalimentaire, le commerce extérieur français se porte bien puisque ça contribue positivement à la balance commerciale. Donc quand on regarde la balance commerciale, les petits tirets noirs, donc ça c'est le solde commercial qui comprend les produits agricoles et agroalimentaires. Et là où moi je vais vous alerter, c'est quand on regarde la courbe gris, le diagramme gris, donc tout est en dessous de 0. Et ça, c'est les produits agroalimentaires sans les boissons. Donc en fait, clairement, notre balance commerciale positive qu'on décrit au niveau français, elle est portée quasi uniquement par les vins et spiritueux. Quand on les enlève, vraiment, on a un déficit commercial et donc c'est quelque chose de très important et de très marquant. On est la première région d'élevage de France, ce que je vous disais. On est aussi la première région agroalimentaire de France. Donc ici, vous voyez la répartition des établissements agroalimentaires au niveau de la région Bretagne. Donc c'est très réparti sur l'ensemble des 4 départements et sur l'ensemble des filières, donc viande, poisson, fruits et légumes, lait, pain et pâtisserie notamment. On a vraiment de tout sur notre région. Ensuite, alors je vais pas vous lister tous les chiffres de ce tableau.
c'est les performances économiques des entreprises agroalimentaires bretonnes. Et là où je voulais vous emmener, c'est le chiffre tout en bas, sur la deuxième colonne, le taux d'exportation. Pour l'ensemble de l'industrie agroalimentaire bretonne, notre taux d'exportation est de 14%. Ce qui veut dire que 86% de la production qui sort de nos industries agroalimentaires bretonnes participe à la souveraineté alimentaire, puisque ça reste sur le territoire français. Donc vraiment, on a une industrie qui est portée avant tout et majoritairement vers le marché intérieur français. Ensuite, on est la première région. Donc là, je vous ai mis des leaders, nos leaders de l'agroalimentaire breton qui ont un centre de décision situé en Bretagne. Donc Bigard, Eureden, Copperle, Even, Laïta, Jean Floch, Le Gouessant, etc. Mais donc on a vraiment des poids lourds nationaux qui sont en France et qui ont toujours envie qui sont en Bretagne, pardon, et qui ont toujours envie de rester en Bretagne, qui mettent très souvent en avant la proximité de l'agriculture déjà, et aussi le savoir-faire des femmes et des hommes qui travaillent dans leurs usines. Et donc toutes ces marques-là, je vous ai fait un petit récap, donc c'est pas exhaustif, mais c'est des marques qui sont très présentes dans les rayons des magasins, qui sont des marques fortes pour le consommateur français, qui sont connues du consommateur français, et qui sont produits sur notre territoire en Bretagne. Voilà, donc pour conclure, crise alimentaire, catastrophe annoncée ou défi à relever, clairement, je ne vais pas pouvoir répondre à la question. Ce que je peux dire, c'est que dans le contexte actuel, la Bretagne, elle a clairement des atouts naturels. Je pense à sa terre, à son climat, etc. On a vraiment des atouts. On a les hommes et les femmes, on a le savoir-faire, les élevages, les industries, la proximité donc, entre l'agri et l'agro. On a plein de choses. Toutes nos formations agricoles aujourd'hui sont pleines. On a vraiment des jeunes qui sont motivés pour être là. Donc dans tous les cas, on a toutes les raisons d'y croire et d'être optimiste pour relever le défi de la crise alimentaire et du coup de la souveraineté alimentaire. Je vous remercie.